Ici Radio Mururoa, la voix des îles. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Daniel Palax, j'ai 65 ans et je suis entrepreneur en travaux publics. Je suis arrivé ici au mois d'août 66, c'était juste l'époque de premier tir. Je suis resté 3 ans. J'étais Bosco sur le shérif. On faisait le quart et le boulot du chiffre à l'époque, c'était de rapatrier tout le matériel qui était contaminé de Mururoa sur AO pour le décontaminer. Voilà, c'était les BDC qui venaient d'Algérie, là, les bateaux. Et à l'époque, à Mururoa, il y avait la Maurienne, le Morvan, le Médoc, et puis tous ces bateaux qui servaient de bâtiment base. Il n'y avait pas encore de construction, ni rien du tout. On prenait du matériel juste après le tir aérien. C'était du matériel qui était trié par l'armée, parce qu'il y avait une partie qui était lagonnée. Le reste, c'était soi-disant hyper contaminé. On avait ça sur le pont carrément, avec des bandes, on barre les routes là, avec des bandes plastiques. Fallait pas trop s'approcher. Et puis arrivé à Ao, il y avait une base de décontamination à Ao, enfin qui était un peu après le village là. Et puis on débarquait ça. Et une partie, soi-disant, était encore détruite, ou une partie était lavée directement sur place. Il y avait des dalles de béton sur lesquelles on mettait le matériel et on lavait. Ça s'appelait à la décontamination. C'était des gens qui étaient avec des lances incendie et puis un produit, je sais pas ce que c'était, un produit détergent quelconque, là, et puis ils lavaient les engins qui étaient contaminés en fait. Ça coulait dans le lagon, il y avait une dalle en béton et tout partait au lagon, hein, de toute façon. Les gens, on n'avait pas de protection. On avait, quand nous on les manipulait, on avait la tenue chaude, ce qu'ils appelaient, enfin on avait la tenue, l'espèce de combinaison grise, là c'est tout. Et puis une paire de gants, c'est tout. On n'avait pas de masque, on n'avait rien. Je me rappelle à l'époque, on comptait la contamination au choc, là. Je crois qu'il y avait, je crois que la zone, je me rappelle plus combien c'était le nombre de chocs à pas dépasser. Mais je sais que sur le bateau, il y avait des choses qui étaient hyper contaminées. Et puis bon, surtout quand on a 20 ans à l'époque, on avait notre dosimètre là, qu'on avait tout le temps avec nous. Moi j'avais pris mon dosimètre, je l'avais scotché dessus. Il était resté 4 jours et puis jamais personne ne s'est aperçu. Normalement j'aurais dû être irradié à bloc si c'était vrai. Mais quand j'ai rendu mon dosimètre, on m'a jamais dit tiens, il y a eu quelque chose, ni rien. On n'a jamais eu aucun suivi, ni avec les dosimètres, ni le reste. Hein. Et après, on a cessé d'envoyer du matériel, en fait. La plupart du matériel était lagonné directement. On n'a plus... ça, c'est au tout début des premiers tirs hein, de 66. Hein. Et après, j'ai passé sur le Saint-Onge, j'ai fait les postes périphériques, c'est-à-dire j'allais sur Reao, Pukaroa, Tematangui, toutes ces zones-là. Et la même chose, on allait après les tirs et on rapatriait les gens de la météo ou les gens qui étaient censés faire les analyses pour le vent, puisque la bombe était tirée par un ballon et le ballon, il ne fallait pas qu'il se déplace de plus de quelques centimètres. Là, hein. Et donc, on avait des conditions météo particulières pour ça. Et souvent... c'est le cas à Reao. Je sais qu'à Reao, par exemple, on avait rapatrié un hélico et les
les gens du poste périphérique, et quand on est rentré de Réao, ben l'hélico, on l'a lagonné, il était contaminable, quoi. On l'a rapatrié sur le pont du bateau. Il y avait des édics. Il y avait les édics, c'était les plus petits qu'un BDC, c'était commandé par un sous-officier de la marine, quoi, hein, un maître principal. Et eux, ils étaient chargés de ça complètement. Ils ramassaient le matériel, et ils allaient lagonner, et il y en a eu partout. En fait, il y en a eu partout. Il n'y avait pas des points précis. Il y a eu tout. Ça dépendait des campagnes. Après, quand ils ont évacué Fangatofa, ils ont mis l'atoll clair, il n'y a eu aucun matériel qui est reparti ni en France ni de l'autre côté. Tout a été lagonné. Tout a été détruit. Il aurait fallu abriter un bateau. C'est bien simple à voir. Il aurait fallu affréter un bateau spécial. Or, quand on regarde l'historique avec les bateaux de la CGM, ils allaient dans le sens plutôt France-Mureroy, mais ils n'ont jamais reparti avec du matériel de l'autre côté. Puis après, même le matériel, les barges, tout ça, ont été vendus localement et tout a été distribué à droite et à gauche. Et plus tard, quand je suis revenu en tant que civil et que j'ai commencé, enfin, j'ai quitté l'armée, 2 jours après, je travaillais comme civil à Mureroy, quoi, hein, avec mon entreprise. Et là, j'ai fait la passe de Mureroy, c'était un des premiers grands chantiers que j'ai fait. C'est moi qui ai fait l'approfondissement à 11,40 m de façon à rentrer les ro-ro, les rodins et tout ça. Les bateaux de la CGM, qui au lieu de toucher Tahiti, allaient directement à Mureroy. Mon entreprise a fait la passe de Mureroy, mais on faisait aussi toute l'implantation sous-marine pour les tirs aériens. C'est-à-dire, en gros, quand on regarde, il y avait un ballon qui était situé à, je ne sais plus, une centaine de mètres. Il y avait une grosse barge avec des treuils pour régler la hauteur du ballon. Et il y avait 4 autres barges qui étaient à côté pour que le ballon ne se déplace pas. Et donc, à chaque fois que ça pétait, tout ça, ça coulait. Donc après, il fallait remettre des autres barges, repositionner des câbles, et on était au point zéro, par exemple, à Dindon. Quand on a commencé, on était par 30 mètres de fond. Quand on a terminé, il y avait 10-12 mètres, avec les barges des tirs qui s'empilaient dedans. C'est là que le fond, d'ailleurs, s'est affaissé quand Haroun Tazieff est venu là-bas et avait constaté ce truc-là. Puisque, bon, c'était la routine. Nous, on plongeait, on faisait 4 plongées par jour. Et donc... chaque plongeur, quand il remonte, indique son fond. Et donc, on savait que le maximum qu'on pouvait atteindre, c'était 34 mètres. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui est monté, qui a dit 42 mètres. Quoi. Et tout le monde a rigolé. Quoi. Et en fait, le lagon s'était vraiment affaissé. Et c'est de là que le lagon a commencé, l'atoll a commencé à pencher. Avant, à Dindon, on passait tous les week-ends à jouer aux boules. Là, on avait des paillotes là, sur les côtés quand on allait sur la route de Dindon. Maintenant, c'est dans 5 mètres de flotte, tout ça. C'est-à-dire que l'atoll a pris de la gîte sur les derniers tirs. Et nous, comme plongeurs, surtout au premier tir, dans les premiers tirs, donc on était évacués par bateau mi-tir, on était les derniers à sortir, avec les baleiniers de récif, ce qu'on appelait c'est-à-dire les gens qui conduisaient les baleinières pour aller d'une barge à l'autre. Donc les derniers réglages se faisaient. Et puis on était évacués sur le bateau militaire. La bombe pétait, on revenait, on était presque les premiers, et puis on prenait nos éprouvettes, et puis on donnait ça au bateau, les gens analysaient, contaminé, évacuer la zone. Puis nous, on était là avec le cousteau, là, en train de... C'était ça, à l'époque où De Gaulle est arrivé, là, De Gaulle était venu. Pour ce qui est des plongeurs, beaucoup des plongeurs étaient des gens sérieux, puisqu'il y en avait qui étaient diacres. Il y en avait, la plupart ne consommaient pas d'alcool et ne fumaient pas. Et il y en a qui sont morts de cancer de la gorge, qui sont morts de cancer du foie, même pas 38 ans, quelques années après. Et je crois que sur la vingtaine de plongeurs qu'on était, toute l'équipe, on doit rester à 2, 3, je crois. Il n'y a pas eu de suivi non plus sur les naissances, sur les choses comme ça. À Mangareva, quand il y a eu le nuage qui est passé sur Mangareva, on a laissé la population se démerder. J'ai su par la suite, par les gens de Mangareva que je connais bien, parce que j'ai fait d'autres chantiers. Dernièrement, j'étais encore là pour faire injecter du béton sous la cathédrale.
Et on a discuté avec les anciens, il y a encore beaucoup d'anciens qui restent là-bas. Et quand le nuage est passé, c'est la même chose qui s'est passé à Réao ou ce que j'ai vu dans d'autres îles. C'est-à-dire on récupérait le personnel militaire et puis la population, ben, on discutait même pas, personne ne discutait de dire attention, vous ne buvez pas la flotte de la citerne, vous ne buvez pas, vous ne mangez pas vos légumes ou des choses comme ça, Mangareva, personne n'a rien dit. On les a laissés comme ça. Par contre, quelques années après, soi-disant une mission d'information, de contrôle des infirmiers est passée là-bas et a emprunté, parce que au poste d'infirmerie de Mangareva, l'infirmier tenait un registre sur lequel on note les décès, la cause, les natalités, les décès de natalité, la cause, les fausses couches, la cause et tout ça. Et donc l'infirmier qui était en poste là-bas depuis toute cette période avait sur tous ces registres-là. Et on lui a pris les registres, soi-disant, pour une inspection de la santé à Papeete. Et les registres, depuis, c'est disparu, on ne les a jamais revus. Et on ne peut faire aucun disons, étude sur ce qui peut se passer. Quand on reprend le contexte, en gros, on était 4000 et quelques à Mururoa. Moi, j'ai connu, disons, juste le début, c'est-à-dire il y avait encore ils ont envoyé des gens un peu comme on envoie des recruteurs de l'armée, là, hein, aux Australes, aux Marquises, aux îles sous le vent, recruter du personnel, il fallait du personnel à tour de bras. Donc avant, ici, il n'y avait pas de revenus. C'était le seul truc économique qu'il y a eu, c'était le film Les Révoltés de la Bounty. Après, il n'y avait rien. Et d'un seul coup, il y a une manne d'argent. Enfin, c'est d'ailleurs le SMIG avoisinait à l'époque dans les 15-20 000 francs. Puisque moi, mes plongeurs à Mururoa faisaient 21 000. Moi, comme chef de plongée, tout, je faisais 41 000 d'ailleurs. Et on avait... moi, j'avais 800 francs de prime de plongée contaminée par jour, en plongée en eau contaminée. Et mes gars avaient une petite prime de je sais pas combien. Mais par contre, ce qu'il fallait regarder, c'est que... On appelait ça les marchands de viande, nous. C'est-à-dire, il y avait une entreprise locale qui relouait à une autre entreprise, qui relouait à la Sodetra, je crois, qui elle-même relouait, avant d'arriver au CEA. Il y avait 3 ou 4 intermédiaires. Et comme c'était rien que des bureaux qui étaient à Paris, moi je remplissais les fiches en tant que chef de planche jusqu'au bureau à Paris. Et on voyait les prix qui se multipliaient, comme ça. Et c'est comme ça qu'un jour, on a refusé de partir parce qu'ils ne voulaient pas nous augmenter de 200 balles ou un truc comme ça. Alors que la prime, quand elle a terminé, elle était presque dans les 12 000 francs. Alors. Mais quand ils ont pris tous ces gars-là, il faut dire que la plupart des gars ne parlaient pas un mot de français. Hein, les gens des Australes, les Marquisiens, des choses comme ça, on les a pris comme manœuvre et on les a parachutés sur des bateaux comme la Maurienne, le Médoc, le Morvan. Ils étaient à fond de cale. Il y avait des hamacs encore au début, au tout début. C'était des postes avec des hamacs. On mettait des hamacs, il y avait, je sais pas, moi, il devait faire 40 degrés, 50 degrés à l'intérieur. C'était... Alors, il n'y avait pas de flotte pour boire, c'était l'eau du robinet hein, qu'on buvait. Il y avait des choses comme ça. Et puis, comme surtout, il y avait le truc aberrant, c'est que vous prenez une population qui était habituée à manger du poisson, et les menus qu'on avait à Mururoa, c'était un jour des haricots, un jour steak frites, un jour choucroute, un jour... Il n'y avait pas de poisson. Et la plupart des gens mangeaient le poisson du lagon, même après les tirs. Si on ne ressentait pas ce truc de contamination, et d'ailleurs on ne savait même pas ce que ça voulait dire. Si les gens avaient mangé du poisson, ils étaient comme du poisson qui est empoisonné, qui a la ciguatera, bon là il y aurait un résultat. Si du jour au lendemain on mange, mais là les gens ont commencé à goûter, il n'y avait rien. Alors tous les week-ends, on tirait des poissons, on tirait des pailles chérées, des choses comme ça, et puis on allait sur le moto, on se faisait griller ça, ou de la tortue, on mangeait de l'autre côté. Jusqu'au jour où, peut-être un an ou 2 ans après, un des responsables du SMCB, là, qui était passé, il nous a dit, les gars, je vais vous faire voir un truc, il avait pris ce qu'on était en train de manger, on passait le dosimètre dessus, le dosifot, là, ouais, dosimètre. On passait le dosimètre dessus, ça faisait rien. Mais en fait, quand il l'a pris, il l'a mis dans un four, il l'a réduit en cendres, et puis là, on a repassé dessus, ça crachait à bloc, là.
comme ça. Et les gens n'avaient pas confiance, on n'avait pas conscience que quelque danger que ce soit, et il n'y avait rien qui nous expliquait. On n'a jamais eu des cours, on n'a jamais eu de trucs psychologiques, ou je sais pas moi, pour nous dire, voilà, ça, il faut surtout pas faire. Des fois, on marchait en savate et il y avait un simple fil qui disait contaminé de l'autre côté. Alors des fois, on ne savait même pas de quel côté étaient les zones contaminées ou pas contaminées. Et puis il y avait un block-out total, on n'avait pas le droit de prendre de photos, on n'avait pas le droit de parler, on n'avait pas le droit de... Mais le temps que l'appareil se mette en marche, il y a eu des tas de trucs qui sont passés. En Mururoa, ça recogeait de langoustes ou des choses comme ça. Et moi j'ai vu des gens ramasser les langoustes quand ils redescendaient à Papeete pour les envoyer à Papeete pour leur famille. Et après ils ont mis des contrôles. Après ils ont mis des contrôles sur les avions, c'était interdit d'embarquer, interdit de prendre quoi que ce soit, mais il y a eu des laps de temps où c'est passé comme ça, avant que les choses se mettent en place. Et c'est surtout la manière, on aurait dû penser que quand même, ces gens, le poisson c'est la nourriture de base du Polynésien. Et quand on lui donne de la choucroute ou des faillots à longueur de semaine, là, il craque, il ne peut pas. En général, les gars, ils mettaient 3 mois et ils descendaient une semaine. C'est ce qui explique maintenant que la jeunesse a perdu sa culture et le reste, parce que bon, moi, ça fait 40 ans que je suis là. J'ai vu ça. Avant, les gens, ils savaient, on connaissait les plantes, on connaissait les choses, puis le père de famille était là. Or, pendant les 30 années de Mururoa, les pères de famille, ils étaient à Mururoa, 3 mois, 1 mois, 1 semaine. Et donc, leur autorité paternelle a disparu. Il y a eu un apport d'argent qui a été mal utilisé. En plus, les gens ont gaspillé, les gosses se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, sans aucune autorité parentale. Et ils ont perdu la culture. Et peut-être maintenant c'est en train de revenir, mais cette génération, ça, qui a eu, disons, les gens qui ont eu 20 ans, disons de 15 à 20 ans, pendant ces années-là, ce qui fait plusieurs générations de gosses comme ça, ils ont paumé leur culture, ils ont paumé et leurs racines, et ils ont tout perdu. Et puis bon, les gens, pour eux, c'était quand même... ils acceptaient parce que c'était quand même de l'argent qui rentrait pour faire vivre toute la famille. Et donc certains ont pu construire un peu des maisons, avoir un peu de modernité, profiter de cet argent, quoi. Et donc c'était un peu les règles du jeu, on disait rien. Même les pères dans les îles, ben, ça leur a permis, certains, de faire des travaux dans leur cathédrale, on leur filait dans leurs églises, des choses comme ça. Donc il y a eu beaucoup d'approches, mais bon, c'était... Chacun était embrigadé là-dedans, parce que bon, les pères, par exemple, savaient très bien qu'un père dans les Tuamotu, il fait la messe dans 4-5 paroisses différentes, qui sont tous distances de plusieurs centaines de kilomètres, puisqu'il faut prendre un bateau. Donc, ils prenaient les bateaux militaires, ces bateaux de l'OPP, là, ce qu'on appelait l'organisation des postes périphériques, hein, et donc ils voyageaient avec, ça leur permettait d'envoyer des ravitaillements dans leur diocèse, de charger du fret. Mais en contrepartie de ça, ben, fallait se taire. Parce que sinon, on ne mettait plus les pieds sur le bateau. Hein. C'était évident. Hein. Donc c'était un accord tacite qu'il y avait. Personne n'en parlait. Et puis disons que pendant ces périodes-là, il y avait vraiment, on n'était pas conscient du tout de ce que pouvaient avoir les incidences du nucléaire. Je sais pas, on a commencé à Tahiti à le savoir après Tchernobyl, en fait. Parce que moi, je me rappelle, quand on était à Muru, ils nous disaient, bon, ben, vous avez droit à une dose, tant que vous n'avez pas atteint la dose, c'est bon, quoi. Hein, voilà. Alors qu'on s'est aperçu après Tchernobyl que même des petites doses, ça peut avoir des conséquences sur les futures naissances, sur des choses comme ça, hein, en plusieurs générations. Et là, il n'y a jamais ni de contrôle, ni rien du tout là-dessus. On disait la grande mette, les généraux passaient, on voyait un milice passer. De Gaulle est venu, je me rappelle, à l'époque, il nous avait dit oui, vous aurez la route traversière. Il nous avait filé 500 millions. Les 500 millions sont repartis dans un bureau d'études en France. Et la route traversière a été faite quand on a fait les barrages hydroélectriques 20 ans plus tard, quoi. Et
Ça ne venait pas du fait du CEP. Disons que ça a surtout déstabilisé au niveau culturel, puisque bon, avant l'unité familiale du Polynésien, c'est un petit bout de terrain, la famille avec souvent les grands-parents, les parents dans la même maison. Et je me rappelle à l'époque, les enfants par exemple, quand ils allaient à l'école avant, ils balayaient la cour, ils passaient le râteau, ils aidaient à planter les bananes, ils étaient le week-end ou des choses comme ça. Et tout ça après a disparu. Tout ça a disparu puisque l'autorité paternelle était partie. Et après, c'est devenu un petit monde surfait où on avait des valeurs qui n'étaient plus celles des racines polynésiennes, quoi. Mais disons, moi je vois maintenant avec satisfaction, avec le temps, il y a eu ces 3-4 générations. Et maintenant dans les îles, on retourne. Il y a une génération qui se foutait totalement de la culture, qui ne savait rien. Alors que par exemple le Tahitien est né dans l'eau presque. Maintenant il y a des jeunes qui ne savent même plus nager. C'est des choses aberrantes. Ils ont perdu la langue aussi. Ils ont perdu beaucoup de choses. Alors ils sont en train de se la réapproprier. Ils sont en train de retourner vers ces valeurs. Mais je pense qu'il faudra encore du temps. Il faudra encore beaucoup de temps. Mais bon, sorti de là, il y a eu beaucoup d'argent qui ont circulé. Mais beaucoup d'argent, quand on s'aperçoit, l'argent, c'était souvent une manne qui était mise avec des bureaux d'études ou des officines de métropole. En fait, elle faisait transiter puis elle repartait de l'autre côté, quoi. Mais la retombée vraiment avec la population, il n'y a pas eu grand-chose. D'ailleurs, qu'est-ce qui reste? Il fallait voir que souvent les boîtes parallèles qui étaient... je ne sais plus à qui appartenait la Sodetra, mais on avait dit que c'était le fils d'un général bien placé, des choses comme ça. En fait, c'était des boîtes intermédiaires qui ramassaient sur la manne, quoi. Ça a toujours été des boîtes métropolitaines, des choses comme ça qui sont venues. On a vu Bouygues, on a vu Citra, on a vu les grands travaux. Ils sont venus, ils sont repartis. Alors on verse l'argent à Tahiti, ces entreprises arrivent, ils prennent l'argent, puis ils repartent. Les vases communicants, quoi. Enfin, moi, mon regret, c'est qu'on a loupé le cap de valoriser ce pays. On aurait pu avec tout cet argent qui est passé ici, on aurait pu conserver, disons, l'authenticité du pays et puis surtout avoir au moins matière je sais pas, à mettre des industries de transfert, prévoir l'avenir. Prévoir l'avenir, et puis disons, ça aurait pu donner des emplois pour les générations qui montent, là. Or, en fait, il y a une grosse manne d'argent, on a l'impression que tout est parti dans des futilités, dans des choses comme ça, des belles bagnoles, des trucs, et puis donc il ne reste plus rien. Et en fait, on aurait pu, quand on voit cette manne d'argent qu'il y a eu, on aurait pu avoir des industries de transformation, prévoir... on a laissé faire. Quand au début du CEP, le premier maire, parce qu'il y avait des chiffreries avant, on a foutu des chiffreries en l'air pour mettre des maires qui étaient dans le bon sens du CEP. Et si le premier maire qui a mis la main dans le pot de confiture, on l'aurait foutu au tribunal et on lui aurait collé 3 mois de tôle, hein, il n'y aurait pas eu d'autres maires qui seraient venus après. Et on n'aurait pas eu ces débordements, avoir tout cet argent gaspillé dans les communes, en politique et tout ça. Donc on aurait pu avoir une gestion saine du pays. Et c'est ça qu'on a loupé complètement. Ça, on est passé à côté. Il y a une manne d'argent en 20 ou 30 ans qu'on a complètement zappé et dont il ne reste rien. Les Néo-Zélandais, ils ont monté des industries de cinéma. On aurait pu faire des choses comme ça, des industries sur lesquelles ça produit de l'emploi et ça fait rentrer disons, des royalties dans l'économie du pays. On aurait pu faire des industries de transformation, des choses comme ça. On n'a rien fait, rien. Il reste rien. Qu'est-ce qui reste des infrastructures militaires? Rien. Des baraques en tôle qui sont pourries et sur lesquelles l'État va nous redonner le terrain au bout de quelques années. Mais qu'est-ce qui reste? Rien. Tout est à refaire. Et maintenant, notre économie...
En fait, j'ai vraiment l'impression, quand le CFP est arrivé, c'était la période de l'après-Bounty, où l'économie était basse, mais on vivait bien quand même. Et j'ai vraiment l'impression, 30 ou 40 ans après, on revient à l'époque de la Bounty, hein. C'est-à-dire on est à zéro. Qu'est-ce qu'on a comme économie? Qu'est-ce qu'on a là? On voit des jeunes partout qui cherchent du boulot, on n'a rien. On n'a rien à leur proposer. La plupart des enfants qui sont là, qui sont un peu diplômés, la seule solution c'est de partir à l'étranger. Moi j'ai 2 filles, il y en a une en Amérique et puis il y en a une qui est médecin en Nouvelle-Zélande. Comme je dis, les communes sont sous tutelle de l'État. C'est quoi la tutelle? Si vous adoptez un enfant, il est sous votre tutelle, il va casser les carreaux du voisin, qui c'est qui paye? Or les maires, ils étaient sous tutelle. D'un seul coup, les maires, paf, on leur a donné, voilà, de l'argent, voilà. Et puis aucun contrôle. Ils ont gaspillé, ils ont fait n'importe quoi, ils achetaient, ils ont embauché la belle-sœur, la grand-mère, et tout le monde, et personne ne disait rien. Si dès le départ, on avait mis les choses d'équerre, droite, cet argent, il serait resté là, et on aurait pu favoriser des, je sais pas moi. J'ai connu avant les Tuamotu. Les gens cultivaient des pastèques, ils cultivaient des tomates, ils cultivaient de la salade. Maintenant, on est obligé d'importer nos tomates. On est obligé d'importer nos salades. Il n'y a pas assez. Alors qu'on a des vallées aux Marquises qui sont complètement à l'abandon, il n'y a rien dedans. Si on avait développé l'autosuffisance alimentaire, on pouvait le faire. Alors il y a eu des saupoudrages, alors on a fait les pommes de terre. Alors on finançait une manne qui arrivait avec un financement, paf, il faut faire des pommes de terre. Puis il n'y avait pas de bateau pour les rapatrier, les pommes de terre. Ça. Moi j'ai vu les pommes de terre pourrir sur place, j'ai vu les oignons pourrir sur place, j'ai vu les carottes pourrir sur place, parce qu'il y avait un type qui passait qui disait « Maintenant, il faut faire des carottes ». Allez, tout le monde faisait des carottes. Et puis les carottes, pouf, ça pourrissait, parce qu'on n'avait pas de bateau pour les rapatrier, ou des choses comme ça. Alors qu'on aurait pu avoir notre suffisance. Et puis créer d'autres industries qu'on aurait pu exporter. Ça, on a loupé le coche complètement. Et moi, je pense que justement, l'État français est responsable, là, parce qu'on a voulu, c'est de bonne guerre, peut-être acheter la parole des gens politiques, mais on ne les a pas contrôlés. On les a pas contrôlés. Comme ici, c'est un petit pays, bon, les seuls qui ont eu droit à la parole, on les a laissés faire. Et après, on se retrouve maintenant avec des scandales. Alors maintenant, il y en a qui vont peut-être ramasser, mais c'est trop tard. L'argent est parti et on est à zéro, là. Mais je pense que le pays se relèvera. Là, les Polynésiens, ils sont habitués. Ils vivent au jour le jour. Il y a eu cet apport d'argent. Ils l'ont vécu. Tout est parti. Mais ils ont la faculté de se relever. Et un jour ou l'autre, ce pays se ressortira, se relèvera. Mais disons, pour moi, c'est un grand gabegie, un grand gaspillage. On a perdu des années, on aurait pu faire un pays phare sur le Pacifique.
me a